Passons au Bournemouth Brawl 2022 Super Major avec 66 joueurs, 7 rondes. Alors c'est assez important comme nombre de rondes pour le nombre de joueurs qu'ils ont, mais pourquoi pas. Donc le showdown, la mission c'est Descendil, donc on a un Harlequin contre un Adeptas Sororita. Alors l'Harlequin, on a un Lightside-As, avec un Shadow Seer, bon là, c'est un Neurodisruptor ici, Fog of Dream, Mirror of Mind... Un Troopmaster avec Foot in the Future, la Ségorach, je pense, voilà, Ségorach Rose, Queen of Shard, ok, Player of the Light. En troupe, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 troupes. Alors elle est full blade, ici on a un Caress Embrace et un Kiss, Caress Embrace Kiss, Caress Embrace Kiss, Caress Embrace Kiss. Comme je disais sur une autre vidéo par rapport au liste Harlequin, je ne serais pas étonné qu'on voit des fois disparaître certaines lames spécifiques. Parce que, mine de rien, si on a besoin du stratagème qu'il y a à l'Embrace, à la Caresse et au Kiss, ça fait 3 PC, parce que chaque stratagème vaut pour un PC. Et vu qu'on commence avec beaucoup moins de points de commandement qu'auparavant, j'ai l'impression que ça ressemble plus à un réflexe des joueurs dans leur construction de liste de remettre les 3 types, alors qu'il y a de fortes chances qu'ils aient payé des points alors qu'ils n'utiliseront pas les stratagèmes. Alors en élite, on a un Death Jester avec Rift Ghoul qui permet d'infliger des mortels sur du 4+ pour blesser, Solitaire avec Prince of Sins. On a la Suit of Hidden Knives sur le Death Jester. Ensuite en attaque rapide, on a 2 packs de 5 Skyweaver avec le Airwire Cannon et la Zephyr Glaive, et un petit pack de 2 avec le Shuriken Canon et le Zephyr Glaive. Et on a 4 Starweaver pour transporter les copains. J'ai pas regardé le nom du joueur. Rob Maki, je connais pas trop. Par contre, on a Manichima en Adeptas Sororita. Alors, qu'est-ce qu'il nous sort, le Manichima? Donc, Bloody Rose, une Repentia supérieure, une Canonesse avec le Blazing Ear, la Blade of Saint Elinor, non, ça c'est le stratagème, et Word of the Emperor, voilà, c'est ça que je cherchais. On a la Célestine et ses Germina, et Morvenval en Seigneur de Guerre. Son trait full reroll touche et blesse. En troupe, on a deux unités de sort de bataille et une unité de noviciate avec, je présume, les armes de mêlée. Non, il a gardé les autopistolets et les autoguns. Ok. En élite, on a 5 Célestianes Sacrées Saintes. Eh bien, on a 3 Crusaders. Ok. Ça change un peu de d'habitude, mais il me semble que c'est aussi des bodyguards. Une Dogmata avec le verset of Philippity et la Beacon of Faith. Ensuite, on a 3 packs de 7 Repentia en attaque rapide. Alors, on a 2 unités de 8 Zéphyrim, une unité de 7 Zéphyrim, et on n'a pas de penant. Et enfin, en soutien, on a donc 2 unités de Rétributeur avec 4 Multimelta dedans, un Chérub, et enfin, en transport dédié, on a un Rhino. Bloody Rose Good Stuff est la nouvelle expression que je m'attends à taper souvent, car c'est l'un des grands succès du week-end. Il y a beaucoup de chevauchements entre les différents builds, la principale différence étant souvent l'endroit exact où ils ont déplacé les curseurs entre Zéphyrim, Repentia et Sacrée Sainte. Mais ils ont tous pour objectif de jouer un jeu polyvalent fort et de tirer parti de leurs excellents secondaires pour aller jusqu'à la victoire. La liste de Mani a particulièrement mis l'accent sur les options de mêlée les plus agressives en prenant 3 unités de Repentia et de Zéphyrim chacune. C'est particulièrement bon dans ce match, car cela lui permet d'éviter de se faire dépasser par les clowns, et beaucoup de Zéphyrim en particulier signifie qu'il est très capable d'envelopper plusieurs transports en un seul tour, ce qui peut infliger un coup que les Aeldari ne peuvent pas récupérer. Cela oblige les Aeldari à faire preuve d'une grande prudence, même s'ils peuvent compter sur l'aide de plusieurs unités de Skyweaver. Celle-ci semble très forte ici, car si l'armure du mépris émousse un peu les Zephyr Glaive, le fait de priver l'adversaire de relance et de lui donner -1 pour toucher en mêlée les rend bien plus capables d'engager la Repentia que beaucoup d'autres unités. Et du point de vue du tir, le fait d'avoir une faible force mais une bonne PA et le Airwire est un échange que vous êtes absolument heureux de faire ici. Dans une moindre mesure, les disrupteurs neurologiques disséminés dans diverses unités sont également excellents car ils permettent d'attaquer les unités de Zéphyrim. En termes de plan de jeu de chaque camp, mon hypothèse sur cette mission est que Mani veut défendre le sanctuaire et se déplacer en force pour occuper l'objectif dans le quart supérieur gauche de son point de vue, en mettant probablement aussi le marqueur « Prenez vos places » à 6 pouces du centre dans cette direction si c'est l'objectif qui a été choisi. Le terrain placé par le joueur rend la défense encore plus forte qu'elle ne l'est normalement ici. À ce moment-là, les Harlequins doivent venir à lui, en lui donnant idéalement de nombreuses occasions de faire des échanges favorables, tout en accumulant beaucoup de points sur ceux de la foi et défense. Si les Harlequins sont à court de matériel, il peut également se déplacer et obtenir un score très élevé sur Sacred Ground, car plusieurs unités peuvent obtenir ce score en un seul tour.
Pour essayer de contrer cela, depuis le côté harlequin de la table, je pense que le jeu pourrait être de ne pas utiliser Take Your Place et de planifier les bateaux d'escarmouche sur les objectifs dans votre moitié de la table. D'utiliser des personnages et des unités pour se battre pour le centre, puis d'envoyer les 2 grandes unités Skyweaver sur une poussée dans la zone de déploiement de Sororitas. Elles sont rapides, ce sont des unités les plus à même d'absorber une contre-attaque. Les unités de mêlée, elles sont rapides, ce sont des unités les plus à même d'absorber une contre-attaque des unités de mêlée. Et elles pourraient être capables de submerger ce qui a été laissé derrière. À cause de la menace de la Terre Sacrée, si elle a été choisie, il est essentiel pour les Harlequins de rester sur le plateau tout au long de la partie. Et je pense que faire ceci leur donne probablement la meilleure chance de réussir. En fin de compte, il semble que Manil l'ait emporté. Il se peut que le fait de pouvoir donner ce qu'il est sur le point d'envoyer pour se battre contre l'objectif sécurisé en plus de tout le reste ait été suffisant pour faire pencher la balance. Victoire 94 à 72 des Sororitas. Donc GG à Manichima. Manichima qui est un très gros joueur que l'on connaît. Ah, on a Nassim Fushan ici, qu'on connaît aussi. Habituez-vous à cela, je pense que vous allez le voir souvent. Des unités de mêlée fantastiques, un tir qui peut dépasser son poids grâce au miracle et aux relances de Val, une durabilité surprenante grâce à l'armure de mépris, d'excellents secondaires et la capacité d'au moins perturber la phase psychique de l'adversaire, même s'il n'en a pas lui-même. Les Sisters ont tout ce qu'il faut et félicitations à Mani pour les avoir menés à leur première grande victoire. Ensuite, en seconde place, on a Nassim Fushan, avec donc ses Iron Hands normalement. Alors, c'est bien ça, Iron Hands, donc ils jouent en successeur, comme d'habitude, Maître Artisan et Whirlwind of Rage. Alors en QG, on a un Primaris Lieutenant, avec Mastercrafted Autobolt Rifle, The Vox Spiritum, Rite of War, ok, donc il a vraiment pris le classique, il n'a pas pris avec le bouclier, cette fois-ci, avec le bouclier épée. Ensuite, on a un Tech Marine avec Target Protocol, entrée de Seigneur de Guerre. En troupe, on retrouve 2 unités d'intercesseurs d'assaut et une unité d'incursor. En élite, on a 3 Redemptor Dreadnought avec les Podicarus, les Macroplasma et les Onslaught Gatling Cannon. Le Contemptor's Relic en personnage avec Twin, Cyclone Missile, Merciless Logic, etc., etc. On a les 2 vétérans Vanguard, alors là c'est en Astarté Chainsword, donc épée tronçonneuse, griffe éclair. Et sur le sergent, il a mis une moufle, un gantelet énergétique et non pas un marteau. Donc ok, sûrement pour des économies de points. Ensuite, en attaque rapide, on a 2 Land Speeder avec du multi-melta, donc forcément le multi-melta qui est optimisé grâce au maître artisan qui lui permet de reroll un jet pour toucher. Il fiabilise énormément ça. Ensuite, on a 2 unités de Devastator identiques avec 2 Melta, 2 Grave Cannon, un Chérubin et un Drop Pod pour faire une Deva Bombe. Les constructions de successeurs des Iron Hands de Nassim n'ont jamais vraiment cessé d'être bonnes. Mais maintenant, elles peuvent à nouveau être grandes. La combinaison de la doctrine Iron Hands, des maîtres artisans pour le tir et du tourbillon pour la mêlée, permet à chaque unité de cette liste d'exceller dans son rôle, et assure à l'armée une frappe alpha incroyablement puissante en cas de besoin. Un trio de Rédempteurs fournit une colonne vertébrale sérieuse en plus de cela. Et à côté d'eux se cache le brutal et efficace Contemptors personnage, prêt à atomiser tout ce qui lui tombe sous la main. J'ai d'ailleurs une citation de Nassim à ce sujet. J'étais à cet événement. Concernant la question de savoir si le prix du Contemptors vaut toujours le coup dans Nephilim, 3 points de commandement, donc la moitié de mes CP sur mon Contemptors. Bien sûr que je vais le prendre. Et ceux qui ne le font pas s'en foutent. Si vous n'avez jamais vu le Contemptors en action, il peut être difficile de saisir à quel point il est dévastateur. Mais je l'ai vu et je suis entièrement d'accord avec cela. Il est également fantastique dans beaucoup d'outils Necron. Donc s'ils sont forts dans la méta, il devient un choix encore meilleur. Nassim apporte, bien sûr, une grande expérience de cette armée en plus de tout le reste, et c'est une 2e place bien méritée pour lui ici. Effectivement, Nassim Fushan est un excellent joueur et joue tout le temps ses Iron Hands et fait toujours des tops. S'il n'est pas premier, il est 2e. 3e place, on a David Gaylord avec ses Tyrannides. Alors, il doit nous jouer un Léviathan, je pense, habituellement, lui, ouais. Par contre, il a pris l'Augmented Ferocity. De mémoire, c'est le plus un advanced charge, je crois. Alors, en QG, on a un Broodlord. Voilà, il n'a pas de relique ou de très seigneur de guerre. Il a un Neurotrope avec la Synaptic Tendril, mais il n'a pas la résonance barbe. Donc Synaptic Tendril, c'est pour buffer avec le dé en psy. Il a un Tyran ailé avec l'Obiterax et Direct Guidance, entrée de seigneur de guerre, et non pas la Feel No Pain. Ok, très bien. Il a 2 packs de 9 guerriers tyrannides, tous en glande d'adrénaline, Deathspitter et Dual Bone Sword. Je suis assez d'accord de mettre en full Deathspitter, parce que même moi je me suis posé la question... Canon venin, c'est sympa, mais bon, c'est que 3 tirs, c'est anecdotique. C'est que vous allez vous mettre en ligne de vue, forcément de l'armée adverse, ça arrive à un moment. C'est pas forcément quelque chose que vous voulez faire.
vous voulez un impact un peu plus direct. Donc du coup, mettre que des Death-Spitters, c'est plutôt bon. Et enfin, une unité de 3 en Death-Spitter Dual Boss Form, mais sans gland d'adrénaline, parce que c'est juste une unité, je pense, pour garder l'objet. Il aurait peut-être dû mettre, au lieu des Dual Bone Sword, plutôt des Bioknut épais, si c'est une unité qui garde un objet. Ensuite, on a un Lictor, on a 3 tirs en garde avec le Bioknut et le Bone Cleaver. Ça, c'est justement une combinaison maintenant qu'il faut jouer, hein. En tout cas, que je conseille fortement, pour la simple et bonne raison que même si vous attaquez avec vos Rending Claw, vu que vous êtes équipé du Bioknut, vous bénéficiez de la reroll des 1 pour toucher. Combiné, bon là, c'est pas le cas, mais si vous gardiez votre reroll les Léviathan pour relancer un 2, vu que vous touchez un 3+, et même si vous n'avez pas gardé comme ici le truc Léviathan, avec Direct Guidance, vous touchez à 2+, reroll des 1 via le Bioknut, voilà. Bref, on a 2 unités de Venom Trop, une unité de Zoanthrope et double harpie, une avec le Synapse et l'autre toute nue. Les guerriers Léviathan sont toujours une unité incroyablement bonne. Et cette armée joue le contrôle du plateau et les primaires avec les meilleurs d'entre eux. Avec cela comme plan A, plutôt que de simplement anéantir les adversaires, le vieux truc des tyrannides, le fait de devoir déclasser les harpies pour n'avoir que des canons à étranglement, pour économiser des points, fait moins mal. Vous avez toujours la valeur incroyable des mines de sport qu'elles génèrent, et les étranglements ne sont pas sans intérêt, juste moins exceptionnels que les canons à venin. J'aime bien le choix qu'a fait David de prendre une deuxième unité de Venom Trop. Cela signifie qu'il peut répartir ses guerriers sur une plus grande partie de la table, tout en restant dans la bulle de -1 pour être touché, et qui les aide à survivre à tout ce que l'adversaire leur envoie. Ils peuvent aussi très occasionnellement fournir un pic de bonus sur Cranial Feasting, car ils sont l'une des rares unités à avoir le mot-clé Feeder Tendril. Dans l'ensemble, c'est toujours une armée très intimidante à jouer, et une autre finition fantastique de David. En 4ème place, nous retrouvons un Arlequin en Light Side As. De ce qu'on voit, donc 6 Showdown, ok. Principalement couverte par l'épreuve de force, la grande nouveauté ici est d'utiliser 2 grosses escouades de moto, et je pense que c'est un bon choix. Avec la plus longue portée nécessaire pour déclencher la capacité de Light Side As, avoir une contrecharge très puissante disponible pour décourager l'adversaire est une qui peut aussi confortablement pivoter vers une grosse poussée précoce dans les parties qui en ont besoin. Est extrêmement précieux avec certains signes de montée en puissance des chevaliers. Ils fournissent également à l'armée un moyen d'engager les véhicules lourds qui est un peu plus flexible que les Void Weaver. Tous ceux qui ont joué aux Arlequins depuis un certain temps ont probablement 15 motos dans les parages. Alors j'ai hâte de les remettre sur la table, et bravo à Rob pour avoir complété ces résultats. Le reste du base, donc à la 5ème place, on a un Adepta Sororita en Bloody Rose Good Stuff avec les Repentia, Zephyrim, etc. On a Vic Vigé avec des Sororita. Ah, il est pas venu avec ses Eldar, donc en Bloody Rose Good Stuff. On a Ryan Williams en Light Side As avec ses Arlequins. On a un Craftsworld Hail of Doom avec beaucoup de Dire Avenger et Azurmen. On a un autre Adepta Sororita, Bloody Rose Good Stuff. Et dis donc, les Sororita, hein, c'est du full Bloody Rose. Ensuite, à la 10ème place, on a enfin un Blood Angel. Smashtastic... Alors attendez, je vais... Hop, on va prendre ça, on va les lire. Le Super Blood Angel avec beaucoup de gardes sanguinaires, de puissants personnages et l'unité de Centurion d'assaut de Stephen. J'ai joué contre cette unité au 7ème tour et même la puissance de mêlée de Novok et du Nightbringer n'a pas pu la battre. Ensuite, on a un Imperial Knight en Taranis avec un Forgemaster Crusader et beaucoup de Warglaive avec un 1 errant. On a ensuite un Tyrannide avec un Heavy Psychic Léviathan Good Stuff avec 2 Neurotropes et 2 Zoanthropes. Enfin, 2 unités de Zoanthropes, ok. Ensuite, on a à la 13ème place un Tyrannide avec Kraken Pressure avec des Raveners et des Pyropodes. Et enfin, un Craftworld en 14ème place, Hail of Doom qui spam des Dire Avengers et des catapultes Shuriken sur les Windriders.